Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 161 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Le chapitre est juste excellent, il faut qu'on en parle. On a des choses à dire et surtout, Natsu vs Ignia. On y est, ça commence et c'est juste énorme, c'est excellent. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez Fairy Tail, parce que ici, on en parle énormément sur la chaîne, que ce soit du manga ou de l'anime ou même toutes les news qu'il y a autour. Et c'est parti, let's go. Déjà, rappelez-vous, Gray dans le dernier chapitre, il avait battu Rage, entre guillemets, je le dis tout simplement parce qu'en fait, on va découvrir que Rage n'a pas été réellement vaincu et qu'il a fait semblant d'être KO. Voilà, en fait, c'est ça qui est cool. Non seulement on aura un route de 2, donc il va rejouer un rôle important, et en plus il est plus fort que ce qu'on pensait, vu que Gray n'a pas réussi à l'achever. Dommage, parce qu'on pensait que Gray avait enfin réussi à faire quelque chose dans la quête de 100 ans, bah c'était pas le cas. Donc ce personnage va revenir, et en fait il a plutôt finalement juste testé les capacités des mages en fait, comme Gray, Lucie et tout, sans pour autant se battre réellement, et sans pour chercher à les tuer non plus, puisqu'il aurait pu continuer le combat, mais il ne l'a pas fait. Donc en soi, de toute façon, en fait, le truc c'est que on a Gray et les autres qui ont entendu une explosion là où se trouve Erza. Donc ils vont pas perdre plus de temps que ça, ils vont pas rester avec l'ennemi, ils vont directement aller voir Erza. Ce qui fait que du coup Rage, voilà, j'ai vu des gens se plaindre, ouais mais ils auraient pu l'attacher, le prendre en otage ou même le tuer ou je sais pas quoi. Alors de 1, Fairy Tail tue pas ses ennemis, de 2, qu'est-ce qu'ils auraient fait d'un otage, c'est pas du tout le style de Fairy Tail de faire ça. Donc ça c'est pas avoir compris l'œuvre, et surtout, en fait s'ils sont partis précipités, c'est juste parce qu'ils ont entendu l'explosion et qu'ils voulaient s'assurer que Erza aille bien de son côté. Bon, en tout cas, sinon, on a Aquarius qui va être mentionné. Parce qu'on est sur une guilde avec que des mages de feu. Et ça, ils s'en sont rendus compte, ce qui fait quand même un tas de Natsu. Plein de Natsu, ouais, effectivement, c'est un peu le délire. Et on a Lucie qui dit que ça serait mieux si elle avait Aquarius. Si seulement elle avait Aquarius, peut-être qu'elle pourrait faire quelque chose vraiment contre le feu, puisque Aquarius, c'est l'eau. Et là, pour moi, c'est clair et net, cette case-là, ça tease le retour d'Aquarius, le retour de la clé d'Aquarius dans cet arc-là Ignia. Ça sera pas dans un arc après Ignia ou autre. Pour moi, le retour d'Aquarius se fera dans cet arc-là. On a que des mages de feu. Aquarius, c'est de l'eau, donc c'est parfait pour contrer les mages de feu. Et surtout, si elle en parle là, c'est clairement pour le teaser son grand retour dans cet arc-là. Maintenant, on retourne sur le combat entre Erza et Wed. Donc, du coup, la numéro 1 en tant qu'épéiste d'Ishgard et la numéro 1 en tant qu'épéiste, du coup, de Giltena. Enfin, là où le numéro 1, je ne sais pas si c'est un mec, une femme ou je ne sais pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que Erza, du coup, va directement se rééquiper avec l'armure des fées. Elle va littéralement balancer la magie de corps céleste enchantement, donc Ten Time Maho Enchant, et elle va utiliser l'épée des fées étoiles filantes, Yoseiken, donc Nagare Boroshi, et elle va le frapper. Sauf que, même si effectivement il admet qu'elle est rapide, lui derrière il va lancer directement le Ensatsu Haoken, donc l'épée du roi suprême tueur de flammes. Le nom en jette à max. Le nom en jette à max déjà. Il va littéralement faire exploser tout le sol derrière Erza. Il va endommager l'armure d'Erza. Et même la ville, les bâtiments derrière vont tous se faire exploser. Donc Erza est en mode ouais, mon armure la plus puissante et tout, elle a pris trop cher. Alors là, en vrai, à quel moment Erza c'est ton armure la plus puissante? Genre, en vrai, à quel moment? Je veux dire, franchement pour moi, l'armure du dieu des destinées, donc l'armure du coup Nakamagami, elle est beaucoup plus puissante. Je veux dire, à un moment, d'où l'armure des fées est la plus puissante d'Erza. Déjà, premièrement. Donc pour moi, c'était clairement l'armure du coup du dieu de la destinée qu'elle avait utilisée contre Minerva, qui était potentiellement l'une de ses armures les plus puissantes. Mais surtout, lui, il explique que non, Erza, elle est plus forte quand elle est nue que quand elle a ses armures. Alors bon, elle a pensé à l'armure de séduction, parce qu'on parle de personnages nus, alors que pas du tout. Il parle, excusez-moi, de l'armure Akama. Parce que oui, elle a fait trop de dingueries dans cette armure là. C'est vrai que chaque combat pratiquement elle le finit avec son armure Akama, où elle a quasiment pas de tenue finalement. Et bien le gars vraiment est au courant de plein de choses. Il est au courant pour le Pandémonium. Je suis pas sûr que la diffusion des grands jeux magiques se soit étendue du coup à travers le continent de Giltena. Je suis pas sûr que la diffusion pour moi se faisait qu'à Ishgard. Donc à moins que la diffusion soit faite à Giltena, mais ça me paraît peu probable puisqu'il ne connaissait pas les autres Erza. Ou bien le gars est originaire d'Ishgard. Enfin, la personne est originaire d'Ishgard. Donc, du coup, c'est pour ça qu'elle a vu le combat au Pandémonium. Comment est-ce que ce personnage-là peut être au courant de la victoire d'Erza sur, du coup, Eileen? Comment c'est possible? Et pareil, du coup, pour le combat contre les sœurs Signario, comment il peut être au courant? À la limite, c'est sur le même continent, pourquoi pas. Mais Erza vs Eileen, comment ce personnage-là peut être au courant? Je comprends pas. Donc,
il s'est tellement renseigné de fou sur Erza que voilà, il le dit clairement, c'est la meilleure épéiste. Et oui, qui peut le contredire? C'est la meilleure épéiste. Et là, avant que le combat continue, on a un personnage qui arrive, un petit oiseau qui semble en fait finalement, déjà qui s'appelle Miss Fortune, mais qui semble pas être un oiseau mais plus une sorte de chat de feu. Miss Fortune, nouveau personnage présenté, petit mage de feu, un petit chat de feu. Donc est-ce que c'est, vu que c'est un happy version feu, bon je pense pas que ce soit un exit de feu quand même, mais on peut se poser la question, est-ce que, et là je pars peut-être très loin, mais est-ce que la guilde en réalité de Fire and Flame, mais je pense pas en vrai, mais est-ce que la guilde de Fire and Flame pourrait être une version flamme de Fairy Tail? Alors, je vais vous expliquer ce que j'entends par là, mais on a un mage qui du coup utilise la magie de feu de modelage. Dans Fairy Tail, on a un mage qui utilise la magie de glace de modelage. Dans Fairy Tail, on a deux sœurs, Lysana et Mira Jane. Dans cette guilde-là, Fire and Flame, on a deux sœurs, les deux sœurs Signario. Et là, on a Happy d'un côté, bon, il y a aussi Happy, il y a aussi Carla et Panther Lily, mais on a un chat, et là, on a un chat aussi. Donc, est-ce que, déjà, c'est peut-être des Dragon Slayer dans cette guilde-là? On ne sait pas du tout, en réalité, puisque on sait qu'un dragon peut enseigner la magie de Dragon Slayer, puisque Ignir a enseigné la magie de Dragon Slayer à Natsu et aux autres. Donc, on peut se dire potentiellement que Ignir, qui est un dragon, a pu enseigner la magie de Dragon Slayer, ce qui serait assez surprenant, puisqu'il veut faire venir l'ère des dragons. Alors, pourquoi créer des chasseurs de dragons, je ne sais pas. Mais voilà, je me pose des questions, mais j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, j'ai un peu l'impression. Et pareil, on a Wed qui est un épéiste, et de l'autre côté, dans Fairy Tail, tu as Erza qui est une épéiste. Genre, imaginez juste que Fire and Flame, que Ignia se soit renseigné sur les différents personnages du coup de la guilde de Natsu, et genre qu'il essaie de créer une version flamme de Fairy Tail. Non, en vrai, est-ce que ça serait pas une dinguerie ma théorie? Elle se réalisera probablement jamais. Mais est-ce qu'en vrai, c'est pas une dinguerie quand même? Bon, voilà, franchement, ça serait assez ouf. Parce qu'il y a quand même des points communs. Il y a quand même des points communs entre la guilde de Fairy Tail et de Fire and Flame au niveau des compétences des personnages et tout. Donc, en vrai, voilà, je me pose des questions, moi, petit à petit, je me pose des questions. Sinon, on retourne, puisque du coup, apparemment, ce petit oiseau, ce petit chat plutôt, il dit que il doit rentrer à la maison Wed parce que ça commence plus tôt qu'on ne le pensait. Oui, le plan d'Ignia va bientôt se réaliser. On va avoir un peu plus d'infos par la suite, puisqu'on retourne justement au château du dieu du feu, où on a Brian, et cette scène-là, je vous avais dit, Brian qui va du coup recracher Natsu devant Ignia sur le trône. Je vous avais dit que cette scène allait arriver, elle est là. Et là, on a Ignia, il est beaucoup trop badass, désolé. Ignia est beaucoup trop stylé, il est en mode, bienvenue dans mon château, Natsu Dragnir, et let's go, il est trop stylé, Et là, Natsu qui l'a reconnu, et en fait il l'a convoqué pour lui donner une dernière chance, soit, en fait il a le choix, soit il se bat en tant qu'humain et il combat Ignia, soit, par contre, vu que c'est quand même le mage que Ignir a jugé digne de son attention, il est en mode, rejoins-nous, est-ce que tu veux te joindre à nous? Oui, Ignia qui propose, d'ailleurs c'est un mage de feu Natsu, donc ça serait parfait pour la guilde, mais Ignia a quand même tenté de proposer à Natsu de rejoindre la guilde de Fire and Flame pour son plan. Et là, il parle carrément de la fête du roi dragon. Oui, on a beaucoup parlé à l'arc Eclipse. C'était un des points centraux. Le Ragnarok, la fête du roi dragon, c'est un des points centraux de l'arc Eclipse. Mais là, il dit la vraie fête du roi dragon. Donc, c'est encore un stade bien au-dessus de ce qu'on a pu avoir normalement à l'arc Eclipse. Et ça, je peux te dire, ça promet du très lourd, parce qu'il manquerait plus que le labyrinthe créé par Dogramma, que ce soit une sorte de porte-éclipse pour amener le dragon, enfin je sais pas, en vrai il peut y avoir tellement de choses, ou bien qu'il va transformer une partie de la population en dragon, enfin on sait pas, mais il est en mode détruisons les humains ensemble. Bien évidemment Natsu va pas accepter, d'un coup il va donner une grosse patate dans la face à Ignia, sauf que ça a rien fait, Ignia, mais ce que j'aime bien c'est les gars qui sont choqués, ils sont tous choqués de voir ça, et là il est en mode ah je vois, tu es l'un des humains que nous allons détruire. Et oui, Natsu a fait son choix, celui de se battre aux côtés des humains. C'est fou. Là, on va vivre l'histoire. On va vivre l'histoire. Genre vraiment, là, ça va être une masterclass qu'on va vivre. Ça va être fou. Là, bon, Natsu, il a aucune chance contre Ignia maintenant. Quand je me dis l'attaque qu'il a balancée, ça lui a rien fait à Ignia. Il le battra pas tout de suite. Mais là, on va avoir le retour d'Aquarius. Probablement de Brandish dans l'arc, puisqu'elle a la recherche de la clé d'Aquarius. Et si on a le retour d'Aquarius et de sa clé, peut-être le retour de Brandish. Tout Fairy Tail qui est là. Va y avoir Ignia et toute sa guilde et tout. Non, là c'est trop.
Je vous jure, là ça va être fou. Là ça va être incroyable. Et encore une fois, chapitre excellent. Et il faut pas l'oublier, mais Fairy Tail, vraiment, c'est la vie.